Bonjour et bienvenue à nos côtés aujourd'hui pour parler des métiers de la vente. Je suis Valentin Simineau, je travaille au sein du service communication et marketing de l'EM Normandie. Et aujourd'hui, pour parler des métiers du retail et de la vente, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie de Boissieu. Bonjour. Bonjour Élodie. Tu es enseignante-chercheuse et directrice académique du M2 Luxury and Lifestyle, j'ai bien prononcé, Oui. à l'EM Normandie. Et nous sommes également en compagnie de Guillaume Paillard. Salut Guillaume. Bonjour. Tu es directeur export zone Asie pour les champagnes Laurent Perrier et diplômé de l'école 2012. C'est ça, promo 139. Promotion 139, parfait. Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui si les métiers de la vente séduisent toujours autant les jeunes actifs et les étudiants, si ces métiers sont toujours aussi attractifs et comment ils ont évolué depuis quelques années, notamment les compétences nécessaires pour faire de la vente et faire du retail. On attaque dans le vif du sujet avec toi, Élodie. On parle souvent des métiers du retail ou de la vente, mais concrètement, à quoi ça correspond? Ça veut dire quoi aujourd'hui, faire de la vente? Alors, dans le secteur du luxe, on ne fait pas de vente. On organise les rencontres. Ça n'a rien à voir avec les métiers de la vente dans la grande consommation ou dans la grande distribution, comme on l'entend. Et c'est de plus en plus le cas. Je vous encourage et j'encourage les étudiants qui sont intéressés par les métiers de la vente et plus particulièrement dans le secteur du luxe, dans le domaine du luxe, où finalement Louis Vuitton est encore la boutique dans laquelle il y a le plus de vendeurs dans le monde. Donc c'est bien une boutique de luxe qui, quand on parle de vente, c'est bien une boutique dans le luxe, dans le domaine du luxe. Il faut savoir que la boutique des Champs-Élysées de Vuitton, il y a à peu près plus de 150 vendeurs à temps plein. Donc le retail, c'est le luxe. La vente, c'est d'abord le luxe. Et c'est aussi là où on apprend le mieux. C'est une très belle école, si jamais on veut ensuite élargir ses horizons et aller dans d'autres domaines d'activité. Alors, je laisserai les vins et spiritueux se manifester avec mon collègue. Mais voilà, donc comment ça a évolué? Ça a évolué de façon très, très simple. C'est-à-dire que depuis les années 2000, il s'est passé un gros truc, c'est Internet. C'est bête, mais les boutiques voyaient d'abord, et les vendeurs dans les boutiques voyaient d'abord l'arrivée d'Internet, l'émergence d'Internet et les ventes sur Internet comme un diable incarné, le diable incarné qui allait leur piquer leur chiffre d'affaires, puisque finalement, ils étaient indexés, leur salaire était indexé sur une grosse prime, surtout dans la joaillerie, où les montants étaient assez stratosphériques. Et donc les commissions des vendeurs étaient énorme, et quand Cartier s'est mis sur le net, alors là, ça a été une catastrophe, parce qu'ils voyaient vraiment ça comme un nouveau concurrent. Donc les vendeurs n'étaient pas du tout intéressés par Internet. Et on a essayé alors d'introduire des outils, un iPad, par exemple, dans la fameuse boutique Burberry's de Sloane Street à Londres. Donc ça, on est dans les années 2005-2010, juste après que Hermès ait ouvert son premier site Internet en 2004. Et donc, et les vendeurs étaient mais qu'est-ce que c'est que cet iPad? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et ils n'étaient pas formés. Alors on allait, nous, clients, dans la boutique Burberry de Sloane Street, on posait des questions. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous avez le produit, le sac X? Est-ce que vous avez la ceinture Y, le foulard, machin? Et le vendeur était avec son iPad un peu mal... Enfin, il ne savait pas, il n'avait pas été tellement bien formé. Puis il y avait toujours cette adversité contre le monde du digital. Et il ne comprenait pas forcément à quoi ça servait, mis à part voir un peu la logistique, les stocks. Donc ça facilitait son travail de vendeur, le figital. Et puis ensuite, on s'est dit, peut-être que Internet n'est pas aussi... en concurrence avec la boutique et plus en complément de la boutique et additionnel. Et l'expérience qu'on donnait à son client était davantage augmentée. Qu'est-ce que l'apport du digital à l'intérieur de sa boutique va apporter en plus à moi, vendeur? Est-ce que ça va me permettre d'enrichir l'expérience que je vais apporter au client? Et oui, c'était la vérité. Là, on va chez Berluti, on se rend compte qu'en fait, vous pouvez proposer une chaussure, un soulier, puisque c'est de ça qu'on parle. Le vocabulaire est très important quand on parle de la vente. Je sais que Guillaume m'approuvera là-dessus. Il y a aussi toute cette histoire qu'on doit raconter aux clients. Et voilà, alors on va proposer un soulier sur mesure et puis on va utiliser cet écran tactile qui est là dans la boutique Berluti. Et on va pouvoir co-créer son objet, son soulier, le patiner, choisir la patine, la couleur, choisir tout,
la hauteur du soulier, du talon, etc. Voilà. Et donc là, ça va augmenter l'expérience du client et le vendeur va vraiment trouver que les outils Philito étaient complémentaires, additionnels. Donc à ce moment-là, ils ont commencé à trouver des bénéfices dans... Exactement, et ils ont appris à se former. Alors voilà, les boutiques Vuitton maintenant ont tous une application qui leur permettent, avec leur téléphone, sur leur téléphone, alors qu'avant ils n'avaient pas le droit au téléphone, d'appeler leurs clients, allez Guillaume, j'ai la nouvelle collection du sac Capucine qui vient de sortir, j'ai une édition limitée pour vous, venez à ma rencontre. Et en réalité, ils ont compris à ce moment-là, et c'est aussi les indicateurs de performance qui ont profondément évolué dans les formats de boutiques, dans les boutiques et chez les marques de luxe, où le vendeur n'était plus indexé uniquement sur le chiffre d'affaires réalisé, mais aussi sur le nombre de rencontres que le vendeur avait pu réussir à obtenir au bout de quelques semaines, c'est-à-dire un nombre de rencontres par mois, et les voice également, c'est-à-dire qu'est-ce que le client avait dit à la suite de sa rencontre. Et donc le nombre de voice et le nombre de rencontres. Où est le chiffre d'affaires là-dedans? On n'en parle plus. Il est là, bien sûr, il ne faut pas non plus penser que, malheureusement encore, mais la boutique est devenue un format de rencontre, un lieu de rencontre, surtout après la pandémie que nous avons tous vécue, où il a fallu trouver des moyens de renouer le lien avec sa clientèle sans boutique. Donc le vendeur est devenu clé, c'est-à-dire que comment cette personne est capable de rencontrer de nouveau son client, sa clientèle. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de fidélisation ici. Comment garder le lien, comment rencontrer de nouveau, sans lieu de rencontre, sans ce salon. Et on revient dans une boutique, voilà, et je vous encourage à aller voir la boutique Dior à Montaigne, qui est spectaculaire, et c'est un lieu où on ne vend pas. Voilà. C'est un lieu où on ne vend pas, c'est-à-dire que c'est un lieu où on rencontre la marque, on rencontre l'identité, on rencontre l'âme de Christian Dior, années 50, l'inventeur du New Look. Donc là, on voit toutes les silhouettes, toutes ces créations spectaculaires que Christian Dior a incarnées, a créées, et puis tous les autres, directeurs artistiques de la marque, John Galliano, etc. Et donc là, on rencontre la marque. On rencontre la marque, et qui est l'incarnateur de la marque, l'ambassadeur de la marque, si ce n'est que le client advisor, et no salesman, saleswoman. Donc on n'est plus sur un vendeur, mais sur un créateur de rencontres, sur un conseiller auprès d'un client. Donc les boutiques se transforment en lieu de rencontre. C'est hyper intéressant. Merci Elodie pour ce premier panorama. Guillaume, c'est intéressant toi d'avoir ton point de vue, toi qui es sur le terrain aujourd'hui d'une certaine façon, si j'ose dire. En quoi consiste ton métier aujourd'hui ? Alors mon quotidien a beaucoup évolué ces dernières années. À l'aube de ces deux grandes crises qui ont pas mal remué le monde et ont beaucoup changé les habitudes. Alors ça a globalement accéléré les mouvements qui existaient précédemment. On est sur toujours plus de digitalisation, il y a toujours plus de créneaux et de voies de faire du commerce. Alors pour mon quotidien, en tant que directeur export, on n'est pas au contact direct des clients. Donc pas le client final, celui qui va concrètement acheter de la beauté, ce qui est d'ailleurs un de nos gros enjeux chez nous, puisqu'on est, comme certaines autres marques, le client final ne va quasiment jamais rencontrer quelqu'un de la marque lorsqu'il achète. C'est la grande différence avec une partie des maisons de luxe, puisqu'ils font tout pour avoir un contact, comme ce que disait Elodie, sur la proximité du conseiller et de le client final. Nous, on est toujours via 1, 2, voire 3 intermédiaires entre le moment où on produit et le moment où la personne vend à la fin. Mon métier, on va dire de manière assez simple, consiste à gérer des importateurs dans chacun des pays qui sont dans la zone, donc ça dépend des directeurs, moi c'est toute l'Asie. Et ces importateurs sont exclusifs, c'est-à-dire qu'on a un importateur qui importe tous nos produits dans chacun des pays. On a quasiment dans tous les pays du monde, donc c'est assez simple. Et cet importateur est en charge donc, de l'importation, donc il y a une partie logistique très importante, de faire les démarches douanières, la logistique, importer les produits, avoir les autorisations de vente, etc. Puis après, il y a une partie purement commerciale, à savoir faire le plan commercial, comment on va vendre, où on va vendre, comment on va cibler ou tout du moins essayer de faire un plan de développement pour être au bon endroit, au bon moment, au bon prix.
Il y a une dimension aussi, une troisième partie qui va être plutôt la gestion, marketing. Donc comment on va développer notre marque, comment les gens vont aller à notre rencontre, où est-ce qu'ils vont nous voir, est-ce qu'ils vont s'en souvenir, parce que c'est la clé de l'affaire. Et la dernière partie qui est une partie, on va dire, au contact des clients, qui est quand même, il y en a quand même un petit peu, puisqu'on va voir nos plus gros clients, nos plus gros, alors dans notre cas ça va être les grands hôtels, quelques grands restaurateurs, quelques gros grossistes ou quelques grosses chaînes de distribution, pourquoi pas. Et donc c'est un métier qui est en grande partie avec une part diplomatique très importante, puisqu'on n'a qu'un importateur, donc il faut le choyer. C'est pas vraiment un client, c'est plus un partenaire. Donc il y a une grande dimension diplomatique pour construire la confiance, etc. C'est pas un client qu'on va vendre une fois puis on ne le revoit plus derrière. Et il y a une partie évidemment purement ce qu'on va dire commerciale à l'ancienne, sur le développement du plan, comment on va faire. Et puis il y a une sorte de développer un peu l'amour que peut avoir l'importateur pour la marque. Alors, c'est un grand mot l'amour, mais c'est pour moi la clé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Faut le convaincre. Faut le convaincre, et puis il faut lui faire adhérer aussi aux valeurs, parce que un des grands enjeux quand on a un importateur qui a souvent pas que nous, il n'a jamais que nous. Il a plusieurs marques à placer, c'est ça? Il a beaucoup de marques. Parfois, certains ont des catalogues de marques très importants, avec des choses très diverses. Alors, ça peut être plein de choses dans l'alcool, ça peut être des bières, des spiritueux, des vins de tous les pays du monde. Et donc l'importance, le premier enjeu quand on gère un importateur, c'est de lui faire prendre, on va dire, conscience de l'importance de notre marque et d'être aussi bien placé que possible dans son catalogue, et surtout que les vendeurs qui sont sur le terrain et que eux-mêmes se disent j'ai envie de vendre Laurent Perrier. D'accord. C'est clé l'amour de la marque pour nos maisons, et surtout la maison Laurent Perrier. Ce sont des maisons qui sont peut-être pas aussi fortes en termes de poids sur le marché des champagnes qu'un Moum, etc. Et du coup, qui développe énormément cet amour de la marque. Il y a beaucoup de chercheurs d'ailleurs qui ont travaillé sur ce sujet. Pierre Vallet de Florence a développé le concept de l'amour de la marque. Imaginez, donc je ne pouvais pas vous laisser le dire sans l'évoquer parce que c'est un chercheur qui est assez connu en sciences de gestion et qu'on évoque beaucoup à l'EM Normandie. L'amour de la marque, l'attachement, la mémorabilisation, comment mémorabiliser cette expérience de la rencontre, comment la tangibiliser, comment réinventer à chaque fois cette rencontre pour qu'à chaque fois, quand la personne dans la boutique doit vendre un flacon de champagne, eh bien, il pense à Laurent Perrier, à l'histoire qu'il y a derrière, à tous les maîtres chefs qui ont travaillé sur cet objet, sur cette pratique, sur ce produit, sur ce contenant, mais sur le contenu et le contenant. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les maisons de champagne. C'est d'autant plus vrai dorénavant qu'il y a une très forte exposition de tout le monde, tout le temps, partout. Voilà. Donc je vous donne un exemple. Vous prenez n'importe quel domaine que vous aimez bien. Vous allez avoir les premières choses qui vous viennent. Mettons, on va pas parler de champagne parce que c'est un peu, c'est triché. Mais je sais pas, moi j'aime beaucoup tout ce qui est audio, donc j'aime bien les enceintes, les amplis, etc. Naturellement, au moment où vous allez penser à la chose que vous aimez bien, vont vous venir en tête des marques, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une immense variété de marques avec des moyens de digitalisation énormes. Donc on part sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez, sur les réseaux, les pubs, le print, le papier est également présent. Et l'important, c'est de savoir, en gros, que les gens pensent à vous et qu'ils y pensent pour les bonnes raisons. Puisque de toute façon, les gens vont penser à vous lorsqu'ils vont être confrontés. L'idée, c'est est-ce que ça va leur passer au-dessus de la tête en disant « bah oui, tiens, je sais pas, Bang & Olufsen, oui, bon, j'ai déjà entendu parler. » Qu'est-ce que ça évoque? Et en fait, si vous faites votre travail intérieur, à chaque fois que vous pensez à quelque chose, vous allez avoir instantanément des qualités, des défauts, ou vous en préoccupez. Tu parles de l'exposition de la marque, c'est intéressant parce que ça fait référence plutôt au métier du marketing. Est-ce que dans la vente, vous êtes amené à travailler vraiment main dans la main avec le marketing? Je pense que oui, c'est les deux roues de la même moto. C'est-à-dire que sans l'un, pour moi, on peut être. Certaines marques sont des bonnes entreprises commerciales. Certaines marques sont des bonnes entreprises marketing. Et certaines rares licornes sont les deux.
Donc ça ne s'appuie pas sur les mêmes ressorts. Alors souvent dans l'esprit, on trouve un peu péjoratif l'idée d'être une bonne entreprise marketing parce que ça sous-entend qu'on vend du rêve ou qu'on vend quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas tout le temps vrai, notamment parce que dorénavant, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant dans du service et dans de l'expérience. Et donc, vendre quelque chose de marketing, c'est aussi intéressant. Mais les vraies, plus grandes réussites dans toutes les marques qu'on connaît autour de nous qui sont très bonnes, très performantes et qui nous font envie, c'est souvent, ils sont bons dans les deux. Ouais. Tu penses à qui? Enfin, on va pas reprendre Laurent les... Non, mais on va pas prendre... Je veux pas parler de marques de mon domaine, mais si vous prenez n'importe quel exemple... En réalité, c'est ceux qui mettent au comité de direction les sales et le marketing et qui laissent la parole aux deux équitablement. Ouais. C'est aussi ça. C'est qu'est-ce qui se passe quand vous postulez dans une entreprise. C'est toujours très intéressant de regarder au comité de direction, qui est au comité de direction. Comment il est constitué ce comité? Je suis assez Exactement. d'accord. C'est vrai. Ouais, je suis C'est assez là où d'accord. on voit tout de suite l'orientation du PDG. D'accord. Est-ce que le PDG a envie de mettre en avant la vente, le commerce, le client, puisque c'est ça finalement, c'est le porte-parole du client. Ouais. Ou est-ce qu'il a envie de mettre en avant le produit tout seul dans son coin? Voilà. Donc si les deux sont réunis à la même table, c'est super. Si les deux ne se parlent pas, c'est compliqué. Je peux même aller plus loin en rajoutant que pour nous, dans notre cas, alors pour une fois je vais parler de chez nous, on a une dimension produit extraordinairement importante. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un chef de cave qui est là depuis très longtemps, très 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 longtemps. Et cette personne-là est au comité de direction. Parce que chez nous, et comme dans pas mal de maisons de champagne, mais Intéressant. particulièrement chez nous, la Même partie l'artisan production, est là. donc tu disais tout à l'heure commercial et le marketing, oui, on s'aime bien. Globalement, ça c'est du même côté de la barrière. L'autre côté de la barrière, c'est beaucoup de métiers de l'ombre qui sont d'ailleurs souvent un petit peu, pas méprisés, mais un petit peu sous-estimés, notamment la partie production. C'est ça aussi qui fait l'âme d'une maison. Ouais, bien sûr. Et une maison comme la nôtre, elle est basée sur, en effet, une performance commerciale, plus ou moins, voilà, marketing aussi, mais la base de tout, c'est le produit. Ouais. Et donc, c'est un peu la troisième roue. Alors, je ne peux plus prendre la moto, cette fois-ci, il faut que je prenne une voiture, mais voilà. Bon, super, merci. C'était une première entame hyper intéressante. On va parler des compétences pour exercer dans les métiers de la vente. Je m'adresse à toi, Guillaume. Selon toi, quelles sont les compétences pour faire ces métiers-là, le métier que tu fais aujourd'hui concrètement? Alors déjà, la première chose qui me semble importante à dire, c'est qu'il n'y a pas de... Il faut un peu sortir du cliché de l'image d'Épinal en disant, voilà, un vendeur, c'est ça et ça et ça. Pour moi, ça ne fait aucun sens de dire qu'il y a des compétences qui sont indispensables. Il y en a qui sont très importantes. Globalement, si vous êtes extrêmement mal poli, mal aimable, ça va être très compliqué. Mais il n'y a pas vraiment d'archétype du bon vendeur. Il n'y a pas de vendeur idéal. D'abord, il faut savoir dans quel domaine vous allez opérer. Encore une fois, je vais prendre mon exemple. Dans le mien, vous devez absolument avoir une forme d'appréciation pour le produit. Que ce soit le vin ou encore mieux le champagne dans notre cas, c'est important. Après, sur les compétences, pour moi, il y a la partie savoir-faire et la partie savoir-être. La partie savoir-faire, c'est celle globalement qu'on apprend dans les écoles de commerce, ou tout du moins la base, qui va vous servir à survivre au début et à bâtir votre mur d'expérience sur le savoir-faire technique. Vous pouvez totalement pousser cet apprentissage en vous disant « je vais être un expert dans le savoir-faire », ce qui est très utile. Il y a des postes où vous avez besoin d'être vraiment bon, que ce soit par exemple pour monter un plan commercial. Il ne suffit pas de dire bah, « tiens, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça Ouais. ». Voilà. C'est de la technique aussi. C'est de la technique. C'est de la technique, ça s'apprend, on peut toujours s'améliorer comme dans tout. Et après, il y a le deuxième pendant de cette partie-là qui est pour moi le savoir-être. Ouais. Alors c'était la mode il y a quelques années, mais ça l'est toujours Encore plus. Voilà. Ça s'apprend toujours en école de commerce. Ça s'apprend toujours en école Ouais. de commerce, oui, tout à fait. Et, Dans le cadre de présentation qu'on fait auprès de c'est clients une école. réels. C'est une école. C'est la chose qui est assez marrante, c'est quand on faisait des présentations de groupe, ça apprend le savoir-être. Quand vous êtes dans un groupe, il y a toujours les mêmes choses dans les groupes. Il y a toujours celui qui bosse 2 fois plus, celui qui vient qu'à la fin, et là, celui qui est super bon dans la présentation, celui qui est aussi géré la personne. Enfin voilà, toutes ces choses-là, le savoir-être pour moi c'est capital et je pense même pouvoir dire que dans la plupart des entreprises dorénavant, ça prime, tu dirais? ça prime. Pour moi, ça prime. C'est-à-dire que je sais que, en tout cas pour nous, mais pour tous les gens que je connais, il est quasiment impensable d'embaucher quelqu'un qui a une grande expertise technique s'il n'y a pas un minimum de savoir-être avec. Ok.
Parce que en fait, le savoir-être, c'est presque un petit peu injuste parfois, c'est que c'est presque un talent naturel ou c'est inné. C'est-à-dire que vous pouvez vous améliorer, mais c'est quand même beaucoup plus dur c'est vrai. de changer une façon de se comporter ou de voir les choses que d'apprendre des compétences. Et alors juste pour finir sur le sujet des compétences avec toi Guillaume, comment toi tu as su que tu étais fait pour ce métier-là? Je n'ai pas su. Voilà. Je ne l'ai pas su. Moi, alors, au tout début, ce que je voulais faire, je me dis, voilà, moi, c'est très trivial, hein, je me suis dit, voilà, j'aimerais beaucoup travailler à l'export, parce que j'étais attiré par l'étranger, dans les deux termes d'ailleurs, l'étranger et un peu l'étrange aussi, l'aventure, les choses qu'on ne connaît pas, j'avais pas envie d'être... Explorer. Voilà, j'avais envie d'explorer, de me confronter à des choses et des cultures différentes. Après, je me suis dit, bon, ok, pour commencer, ce qui est le plus difficile, surtout en ce moment, j'ai pas mal d'étudiants qui cherchent, c'est très compliqué, d'autant plus en ce moment. Je me suis dit, ok, quelles sont les choses qui vont me servir à être valable auprès d'un employeur? Je me suis dit, ok, je connais le produit, parce que je suis né en Champagne, donc naturellement, je connais bien le produit, j'ai une certaine compétence un petit peu dedans au tout début, donc je me suis dit, ok, je peux essayer de faire coïncider un intérêt personnel, une mini-compétence, parce que quand on est en école, on sait qu'on sort en pensant qu'on est incroyable, ce n'est pas du tout le cas, c'est rarement le cas, mais j'ai fait coïncider ces deux choses-là, et pour la petite histoire, au début, on m'a proposé, après mon stage de fin d'études, on m'a proposé de faire soit du marketing, soit du commercial. D'accord. J'ai hésité, parce que c'est toujours très cool le marketing, ça faisait un peu rêver, et mon PDG de l'époque, j'ai appelé en disant, voilà, je ne sais pas quoi faire, j'hésite entre faire du commercial, machin, ou du marketing. Et il m'a dit, mais il n'y a pas à hésiter. Il n'y a pas à hésiter parce que si vous voulez grandir, avoir une belle évolution, etc., il faut vous confronter au terrain. Parce que vous apprendrez, il y a des choses qui se passeront mal, bien, mais c'est presque une étape indispensable. Et à l'époque, ça m'avait un petit peu... Bon, je l'ai écouté, parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais je l'ai écouté. Donc je l'ai découvert sur le terrain. Par contre, j'ai su que dans le métier du commercial, il y avait beaucoup de types de métiers commerciaux. Il y a des choses que j'aimais bien, il y avait des choses que je n'aimais pas. Donc je me suis tout fait pour réorienter, pour aller vers les choses que j'aimais bien et ne pas aller vers les choses que j'aimais pas. En l'occurrence, c'était du retail. Enfin, c'était pas du retail, c'était de la grande distribution. Je me sentais pas spécialement bon dedans, ni je pensais pas avoir les qualités pour. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient, donc j'ai orienté. Voilà. Élodie, est-ce qu'on peut repérer un étudiant, en l'occurrence, pour toi? Est-ce qu'on peut repérer un futur bon vendeur, même si le terme du coup n'est pas forcément approprié, mais futur bon expert en vente? Alors, un expert un conseiller... Monsieur Guillaume n'aime pas les mots anglais, mais malheureusement, c'est client advisor, dans le groupe LVMH, qui est quand même le leader mondial du luxe. Bon, mais je suis d'accord que c'est pas... On pourrait trouver un nouveau terme à ça. C'est d'abord... Alors moi, j'avais fait une étude sur ce sujet-là, puisque j'ai écrit un article sur l'expérience de la rencontre dans les magasins de luxe. Et j'ai interrogé beaucoup de monde sur ce milieu-là. Et tous se sont... Encore une fois, on va revenir sur ça, mais tous se sont accordés sur... Pour être un bon vendeur, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les produits, bien sûr, qu'on va vendre, mais à la rigueur, plus que ça, il faut aimer les gens. Alors les gens, avec la toujours et encore plus. Alors les gens qui sont derrière le produit, vous l'avez très bien évoqué quand vous avez parlé de ces artisans d'excellence qui sont à la table du PDG quand il y a des décisions à prendre. On voit ça aussi dans les maisons comme Hermès. Mais ces artisans, ce sont des gens. Donc quand vous vendez les produits, en fait, vous vendez les gens qui sont derrière. Les fondateurs de la maison, Laurent Perrier par exemple, mais aussi tous les gens qui créent le contenant. Et vous aimez les gens aussi que vous rencontrez, forcément. Et il faut les aimer, ces gens, parce que quand ils dépensent 15 000 € en 5 minutes, voilà, et que vous n'en gagnez pas autant, il faut vraiment beaucoup les aimer. Voilà. Donc il y a aussi beaucoup d'empathie, empathie pour la marque, cet amour de la marque dont vous parliez, empathie pour les autres. Empathie pour les gens que vous rencontrez. Et c'est un peu ce que j'entends quand vous dites je ne savais pas que j'avais été fait pour ça, mais en réalité, vous saviez déjà, vous aviez envie de rencontrer des gens étranges, extraordinairement différents. Je comprends. J'aurais peut-être pas dû dire ce terme étrange. C'était l'étranger finalement que vous aimiez rencontrer. Je pense que pour rebondir à ça, encore une fois, il n'y a pas d'archétype de vendeur idéal ou de vendeur parfait.
Il y a plusieurs profils de Il y a personnes beaucoup de qui peuvent profils, correspondre. Ouais. beaucoup de profils qui dépendent en fonction de ce que vous allez faire. Ouais. Si on prend un exemple, parce que là on est un peu focus sur le luxe, mais il y a beaucoup d'autres métiers dans lesquels il y a de la vente. Si vous prenez un exemple à l'opposé, vous évoluez dans le domaine pétrolier et vous devez gérer je sais pas, de la fourniture de produits très techniques pétroliers. Vous pouvez avoir une appétence technique en vous disant c'est incroyable, un côté un peu ingénieur, c'est fabuleux. Les compétences que vous allez avoir ne seront peut-être pas les mêmes que c'est la personne qui va vendre dans le luxe ou l'autre. Mais par contre, c'est vrai que le dénominateur commun, c'est d'avoir une certaine appétence à, on va dire, l'aspect social. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le goût du challenge, la volonté de se dépasser, etc. Plus tant que ça, enfin, quand on aime les gens, quand on aime les objets qu'on vend et les gens qui sont derrière, ça vient naturellement, non? Oui, alors après, le challenge, c'est toujours... Bon, d'abord, que vous aimiez ou pas le challenge, vous serez challengé. Voilà. Donc, de toute Quel façon, que soit le métier. Voilà, je pense qu'il y a peu de métiers... après, c'est un choix. Si vous voulez ne pas être challengé, c'est tout à fait louable aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Enfin, moi, je le respecte tout à fait. Je pense que le côté challenge, dépassement, voilà, c'est un peu ce que je pensais tout à l'heure, c'est que dans les... Pour catégoriser les profils de vendeurs, il y a deux grands types. Il y a le côté chasseur, le côté éleveur et le côté un peu mixte. C'est très caricatural, mais ça marche un petit peu quand même. Le côté dont on parle à chaque fois vendeur, on imagine voilà, le vendeur qui va aller faire du porte-à-porte, qui a faim, qui va aller manger, etc. Bon, ça, c'est très bien, on en a besoin pour certains aspects. D'ailleurs, nous, ça nous arrive aussi d'y être, parce que c'est le côté challengeant. Mais ça peut être aussi, c'est plus mon profil, d'avoir un côté, on va dire, éleveur, même si c'est encore un peu caricatural, où on va construire dans le temps. Moi, les partenaires avec lesquels je travaille, l'entreprise avec laquelle on travaille, ça peut être un importateur pour 10, 15, 20 ans qui était là avant qu'on soit là. Donc, il n'y a pas ce côté « Ah, je vais essayer de t'avoir sur le... » Voilà, il n'y a pas ce côté-là. Par contre, on a toujours envie de grandir, d'améliorer les choses, etc. Donc, ça peut être un profil totalement différent. Donc, il n'y a pas de potentiel crack. Mais alors, par contre, il y a des choses qui sont, à mon avis, voilà, si vous êtes un peu misanthrope, que vous n'aimez pas trop parler aux gens. Voilà, ou parler ou pas forcément. Genre... Regardez les caisses chez Carrefour, les speakeasy. Oui, je vois. Où il y a des vendeuses particulièrement coquettives, bavardes, etc. Et la petite ménagère qui va faire ses courses chez Carrefour, eh bien, elle a envie d'aller sur cette caisse-là et elle va rencontrer encore une fois une vendeuse qui va lui parler. Non pas transiger, non pas simplement scanner le code barre de ces articles. Ça, on peut le faire sur Internet. On n'en a pas besoin. Si on vient dans une boutique, on a besoin de rencontrer, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, le vendeur, le négociant. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Et après, on n'a pas évoqué l'aspect international de ce métier. Vous l'avez évoqué. Vous vous occupez de la zone Asie. Bon, est-ce qu'on va demander la même chose à quelqu'un qui s'occupe de la zone Asie versus des marchés émergents, où il y a tout à faire. Pour certains, c'est même très émergé, même très émergé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout sur le champagne. Versus des marchés comme l'Amérique, les États-Unis. Est-ce que c'était un choix, Guillaume, de l'Asie ? Moi, l'Asie, c'était mon rêve. Voilà. À la base, il s'est trouvé que ça s'est fait comme ça. Parfois, la vie, la fortune sortait aux audacieux aussi, parce que je voulais faire ça. Et j'ai peut-être fait tout pour arriver à ça. Je pense, alors, tout le moins, quand on parle de l'international, pour moi, les cours que j'avais suivis à l'EM à Caen parlaient beaucoup des questions culturelles. Alors, vous le confirme, je le vois tous les jours, encore aujourd'hui. Notamment avec l'Asie, d'ailleurs. Oui, mais globalement, j'ai fait mon tout début en Belgique. On a beau se dire la Belgique, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Comme vous avez en France, on rigole toujours, mais regardez la différence entre un nordiste, un parisien, au sens simple, et un sudiste. Il y a déjà des différences fortes dans la manière de gérer, etc. Donc imaginez ce que ça peut faire dans un autre pays, qui ont eux-mêmes dans les autres pays aussi des différences entre le nord, le sud, l'est, voilà. Ce qui est important à saisir, si vous voulez aller vers l'international, il faut évidemment avoir une envie d'ailleurs, ou tout du moins une envie d'être confronté à l'ailleurs. Là, c'est peut-être le côté challenge, mais parce que c'est intéressant d'être confronté à des choses où on se dit je ne sais pas gérer. Voilà, je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai envie de comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe, vous renseigner. Et sur la différence culturelle, globalement, c'est très enrichissant parce que les réponses apportées par, six importateurs seront différentes.
Voilà. Vous allez avoir la mentalité japonaise qui va gérer d'une manière différente, voilà, d'une façon particulière, puis coréenne. Puis... Tu parles anglais avec tous tes interlocuteurs? Ah oui, par contre là, oui. Là, bon. Ça, c'est peut-être une des qualités, enfin une des compétences clés aussi. Si vous voulez être vendeur à l'international, il faut parler anglais. Oui, non, ça, c'est pas négligeable. Enfin, c'est pas négociable. Voilà. Deux langues ou plus? Ça dépend quel marché on vise, mais... Est-ce que tu parles mandarin un petit peu? Non, je sais être poli, comme en japonais, je sais être poli et me débrouiller pour prendre un taxi, voilà, mais je ne le parle pas. Mais il faut être à l'aise en anglais. Mais là, pour le coup, j'en ai même pas parlé tellement c'est évident. Et d'ailleurs, il faut être particulièrement bon en anglais parce que vous allez parler avec des gens en anglais dont c'est pas la langue maternelle. Donc, voilà. Et même quand vous restez en France, d'ailleurs, vous devez parler en anglais. Oui. C'est pas forcément si vous gérez une filiale en Asie ou un marché asiatique. Hein. Si l'entreprise est internationale, au sein de la boîte, on parle en anglais en général, c'est vrai. Oui, alors pas toujours. Non, enfin moi je lutte. Je lutte pour parler français. Bah non, non mais c'est vrai, vous avez raison. On parle, c'est important, mais oui, l'anglais, comme le savoir tout à l'heure, voilà. Ça paraît bête, mais je vous garantis que rien que sur un entretien, si vous éliminez déjà les gens qui ne sont pas à l'heure, qui ne sont pas polis, qui ne se renseignent pas, vous enlevez 50% des gens. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis il faut un peu de passion quand même aussi. Vous parliez de musique, vous aimez la musique, vous aimez... Je pense qu'il y a aussi des choses comme ça qui font que... voilà, est-ce que c'est un esprit ouvert? Est-ce que c'est un esprit curieux? Est-ce que c'est un esprit... quelqu'un de passionné et passionnant à écouter, à entendre. Mais moi, je trouve. Je pense que c'est un plus. Je pense être un peu comme ça, donc je pense que c'est un plus. Mais j'ai des exemples de gens que j'estime beaucoup, qui sont fondamentalement différents. Donc des gens qui sont experts, qui ont vraiment un plaisir sur la technique de la vente, de la négociation, parce que certaines négociations sont plus âpres que d'autres. C'est vrai que là, je parle plus sur le secteur du luxe. Et sur le luxe, si on parle du luxe, évidemment, il faut avoir l'amour de son produit, ou tout du moins l'amour. On peut le feindre, hein. On peut feindre l'amour, mais bon, en général, dans le temps, ça marche pas très bien. Ça se rattrape, ouais. Et sur le profil, je pense vraiment, mon conseil que je peux donner aux étudiants, c'est qu'il faut plutôt se dire, voilà, est-ce que j'ai des choses qui m'empêchent d'être un bon vendeur? Voilà, j'aime pas les gens. C'est cliché, mais j'ai pas envie de leur parler, j'ai pas envie d'être dans cette relation de négociation, j'aime vraiment pas ça me met mal à l'aise. Bon, voilà, là, déjà, on se dit... Mais encore il y a tout à fait des profils où vous pouvez être dans des métiers dits commerciaux, parce que c'est extrêmement large, où vous n'avez pas de la négociation dure, et vous pouvez être simplement dans le pur conseil. Ouais. Voilà, techniquement, quelqu'un qui va faire un vendeur dans le luxe, dans une boutique, ne va pas rentrer dans la négociation quasiment jamais. C'est un public de destination. Quand vous allez chez Chaumet, vous allez chez Chaumet, vous savez que vous allez acheter quelque chose chez Chaumet. On n'a pas besoin de vous convaincre d'acheter chez Chaumet. Déjà, la porte... Il faut sonner, il faut y être invité, il faut sonner, il faut passer le premier bouncer, enfin les premiers gardes, comment on appelle ça, concierge, et puis ensuite on vous adresse à un conseiller qui va vous faire patienter, etc. Enfin c'est tout un cérémonial. Hein. Donc c'est vrai que sur ce genre de produit, vous l'avez évoqué, on n'a pas forcément besoin d'être un fin négociateur. Voilà. Si on se projette un petit peu dans un futur proche, j'aimerais avoir votre avis sur l'évolution des métiers de la vente. Élodie, selon toi, comment va évoluer le métier dans 5, 10 ans peut-être? Alors j'ai des étudiants avec qui ont travaillé un petit peu sur ce sujet-là de mon master sur le luxe et qui m'ont dit le vendeur de demain, ce sera celui qui contrôlera son avatar dans le métaverse. Ouais. Oui. Donc, il n'y aura plus de vendeurs. En fait, la boutique existera, bien sûr, mais elle sera dans le métaverse. Donc, elle sera, je ne sais pas, sur l'une de ces plateformes dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis, on proposera en fait aux clients des expériences, on proposera des avantages, des invitations, peut-être des concerts, des expériences pour utiliser le produit, etc. Mais toujours dans ce monde digital, dans ce monde virtuel. Donc là, on est en plein Ready Player One. Et du coup, l'avatar du vendeur sera bien là pour vous accueillir. Ça sera bien votre vendeur, comme avant, quand il était dans la boutique en physique. Il sera bien là physiquement, puisqu'il vous parlera, etc. Mais il ne sera pas avec vous réellement. Tu n'y crois pas, Guillaume? Non, c'est pas que j'y crois pas, parce que là, je parle de la boutique. Non, mais c'est sûr que ça va arriver.
C'est sûr que ces choses-là vont. Je ne suis pas du tout en train de. Ça s'est accéléré avec le lockdown. Enfin, ça s'est accéléré avec la fermeture des boutiques. Je suis très geek, donc j'en suis persuadé. Mais ça me fait penser un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu les premières liseuses. Voilà, tout le monde se disait voilà, c'est la fin du bouquin, il n'y aura plus jamais de bouquin. Voilà, les bouquins ne sont jamais vendus autant que cette année, enfin que les dernières années. Donc les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Il y aura forcément des développements dans un sens, comme les grands développements qu'on a eu, c'est la digitalisation en effet, les sites internet. Alors, les applications, entre parenthèses, les applications, vous savez, vraiment, toutes les marques avec leurs applications, c'est complètement fini. Enfin, même à l'époque, déjà, vous n'aviez pas trop envie d'installer. Enfin, il y a des choses, il y a des mouvements qui vont se faire, c'est évident, qui sont déjà bien amorcés, mais je pense que la réalité de la vente, au sens, encore une fois, très large, ne sera jamais remplacée. Jamais. Voilà, comme les mouvements qu'on a eus, on s'est dit, voilà... l'e-commerce va remplacer voilà, la le boutique. Covid, l'e-commerce a explosé. C'est vrai, évidemment que c'est vrai. Tout le monde va acheter, nous, le vin, mais voilà, Amazon, on ne va pas en parler, tout le monde achète tous en ligne, moi-même, j'achète des choses en ligne, etc. Mais rien remplace le contact... Donc si je comprends bien... Oui, mais le contact pourra s'opérer dans le métaverse. Et les gens ont envie de contact. C'est quoi la tendance? C'est la complémentarité entre ces deux mondes? Oui. Virtuel, physique? Oui, ben, je pense que c'est comme les grandes marques. Il y en a beaucoup qui ont raté. Le plus connu à l'époque, c'était Kodak, qui avait complètement raté la digitalisation, qui s'est dit « les machins là, c'est terminé. Hein. » Voilà. Il ne faut pas rater les tournants, mais il ne faut pas non plus se travestir et se dire « Ah, bah, alors nous, on est hyper digitalisé si ce n'est pas vraiment vrai. » Puis si ça n'apporte pas quelque chose de plus par rapport à ce qu'on a déjà. Voilà, nous, en exemple chez nous, on a un produit qui est physique, qui est fait en France, en Champagne, avec des gens qui travaillent dans les vignes. Il y a une vraie réalité. J'aimerais pas vendre du champagne dans le métaverse. Quoi. Voilà. Qui sait? On pourra avoir... Ils ont déjà acheté les parcelles. Non, mais on aura peut-être des expériences où les gens pourront visiter les caves. Du raisin qui pousse dans le métaverse, non? Non, mais je vais pas dire non parce qu'on retrouvera la vidéo dans 10 ans. Mais... non, mais je veux dire, c'est vrai que ça va développer, c'est vrai que ça va apporter des choses. Il y a plein de choses qui bougent, il y a des choses passionnantes. Mais en tout cas, il ne faut pas être en opposition. Voilà. Il faut comprendre ça comme de l'addition, de la complémentarité, et il faut l'absorber. Il ne faut pas être comme dans les années 2000 avec ces marques de luxe dont je parlais, qui étaient ces vendeurs qui étaient en confrontation totale et qui refusaient de se former à ces nouveaux outils qu'on leur apportait. Et ça, mais ça, il faut toujours l'embrasser. Il ne faut pas être fermé, mais je pense que ça ne remplacera pas, qu'il y a quand même, voilà, on a vu là pendant les crises, moi ça fait 2 ans quasiment, enfin pas 2 ans quasiment, ça fait 2 ans que je n'ai pas pu aller au Japon, je suis rentré pile avant le confinement, donc le dernier voyage. On a besoin que j'y aille, j'ai besoin d'y aller, on a besoin de voir les gens. Voilà, et puis de toute façon le champagne... Encore une fois, j'espère que j'aurai toujours raison, mais ça se moi au bout d'un moment, donc il faut bien du contact physique. Et on est de plus en plus vers les services, des choses digitalisées, c'est génial, ça facilite la vie de tout le monde, mais il y a quand même toujours une envie de physique. Je reprends l'exemple des bouquins, tout le monde, enfin les gens qui aiment bien lire, moi-même, on a des bouquins, on aime bien avoir un bouquin, voilà. Mais vous avez quand même fait des expériences gustatives en ligne avec tous vos clients. J'ai fait des visios pendant 2 ans avec tout le monde. On a fait des formations à distance, on a fait des dégustations, on a fait des visites de cave, on a fait voilà, on s'est adapté, on a fait tout ce qu'on pouvait. Est-ce que l'expérience était intéressante sans aucun contact physique? Alors c'est intéressant. Le meilleur format pour nous, c'est d'avoir des choses qui se font à distance, mais les gens qui soient chez eux. Alors, idéalement, ils sont quand même dans un endroit, puisqu'il faut qu'on contrôle la bouteille, qu'on fasse l'optimal pour la dégustation, pour qu'il y ait une vraie expérience, encore une fois. C'est bien, mais ça ne fait pas tout, quoi. Encore une fois, les plus gros contrats que vous signerez dans votre vie, en général, vous ne les ferez pas à visio sans rencontrer. Voilà, vous irez, on est français, donc moi j'aime bien, mais vous allez au resto, vous allez parler, faire votre réunion, vous allez négocier, faire toutes les choses, des allers-retours. Mais au final, dans quasiment toutes les cultures, quand on est au restaurant, on se serre la main à la fin en disant bon voilà. Même si c'est la signature avant qui a fait foi, c'est. Là, je perds. Après, je suis peut-être un peu utopiste, hein, mais. Non, mais après le contact sera, le contact, vous en aurez moins probablement, mais ils seront d'autant plus riches
et en contenu, etc. Et on est dans le même mouvement. Les gens vont sur Internet se renseigner, alors, tous les sites, que ce soit les sites particuliers vin, ils achètent, les fanas vont aller acheter des magazines sur le vin, ils vont lire l'histoire, ils vont aller sur le site, ils vont aller regarder sur Instagram qu'est-ce qu'on fait. Parfois, on a des gens qui disent « Ah tiens, vous êtes présent dans tel restaurant, on y s'est allé ». Voilà, il y a toujours ce genre, honnêtement, ce qui devient aussi assez difficile parce qu'il y a une multitude de choses à gérer. Sources d'informations. Et de sources d'informations différentes qu'on ne peut pas toujours contrôler, parce que tout le monde pense à la formidable outil que c'est, mais c'est aussi un formidable outil négatif si ce n'est pas bien fait. Hein. C'est-à-dire que ça nécessite un peu d'expérience et de contrôle. Un dernier point pour nos candidats qui nous regardent, futurs étudiants, je l'espère. Vos conseils. Élodie, qu'est-ce que tu donnerais en 2 mots comme conseil à un candidat qui aimerait rejoindre une école de commerce 2 mots. Ça revient un peu à ce que j'ai dit, non, mais à rentrer en école de commerce, c'est ça? Ou rentrer pour travailler dans les métiers de la vente. Pour travailler dans les métiers de la vente? Quel conseil tu pourrais leur donner? Quel conseil? Déjà, voilà, l'anglais. Le premier conseil, c'est l'anglais. C'est vrai qu'on a beau en parler, etc. Je remarque quand même que, pas à l'EM Normandie, mais dans certaines écoles, les étudiants ont du mal à parler anglais, à converser, à échanger. Ils n'ont pas toujours un séjour d'études à l'étranger. Donc, essayez d'ouvrir vos horizons, d'ouvrir vos chakras, découvrir des nouvelles cultures, en allant en stage à l'étranger, en partant justement avec l'EM Normandie sur les universités partenaires que l'EM a à l'étranger. Et puis, passionnez-vous, parce que moi, je reste quand même très à cheval là-dessus. Les métiers de la vente, ce sont des métiers de passion. Voilà, de passionnés, de passion. Donc, c'est comme ça que moi, en tout cas, qui en ai recruté quelques-uns, c'est ça qui fait que je me dis, ce type-là ou cette nana-là, j'ai envie de la recruter parce qu'elle va parler de ma maison, elle va parler de mes objets, de mes produits, de mes flacons peut-être, à mon importateur, à mon distributeur, à mon client final, avec passion. Avec passion. Et je vais la croire et je vais les prendre, ces flacons, parce que je crois en la personne. Il y a une vraie... c'est la confiance, en fait, qu'on va pouvoir donner aux clients et aux utilisateurs. Donc c'est ça, c'est culture internationale, ouverture, savoir-être, c'est vrai aussi, beaucoup. Et puis passion, passion, voilà, beaucoup de passion. Très bien. Guillaume, toi qui es passé par l'école? Du coup, je vais orienter plus mes conseils pour être... Mais je suis d'accord avec la passion, évidemment. Sur la sortie et sur les expériences, je suis un bon exemple. Je ne suis pas du tout rentré dans l'école en disant, voilà, je veux faire ça. J'avais une idée à peu près nébuleuse de là où je voulais aller. Je dirais comme conseil de savoir ce qu'on veut absolument pas faire. Ça, c'est souvent le cas, mais c'est important. Et après, souvent, on se retrouve avec une immensité de choses qu'on se dit pourquoi pas. L'idée, c'est quand même de se dire, voilà, je sais que cette chose-là, ça m'intéresserait. Je vous donne un exemple, on va prendre encore une fois un exemple. Je travaille dans le vin. Les premières expériences, c'est très difficile à trouver. Tout le monde, je pense qu'on est à peu près tous passés par là, il faut trouver un stage, etc. Il ne faut pas se démotiver en disant, voilà, j'arrive pas à trouver un stage dans le vin parce que je suis étudiant, j'ai jamais rien fait dans le vin à part ouvrir des bouteilles pour les corpos. Voilà, j'y connais rien. Alors, l'idée, c'est quand même essayer de toujours de se mettre un peu dans la direction. Un peu comme quand on entre en école de commerce, on se dit, voilà, je sais que je ne vais pas faire de droit, peut-être, mais je n'ai pas fait de droit, je ne fais pas médecine, etc. Je me mets dans cet entonnoir-là, de resserrer l'entonnoir un petit peu pour se diriger vers ce qu'on aime. Donc si ce n'est pas le vin, et on se dit, tiens, le vin, le champagne, mettons, c'est du luxe, c'est du vin, et c'est de la produit de grande consommation. Donc je me dis, si j'ai une expérience, mettons, dans le luxe, mais que ce n'est pas dans le champagne, c'est pas grave, parce que le champagne, c'est contigu avec le luxe, donc je pourrais justifier en me disant, voilà, moi, je n'ai pas d'expérience en champagne, mais j'ai une expérience dans le luxe. Donc voilà, premier conseil, je dirais, faire l'entonnoir pour se rapprocher de son idéal. Et le deuxième, c'est la curiosité. Alors c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner beaucoup pour vos recherches. Il n'y a rien de pire que de se dire, j'adore être dans votre maison de champagne, super, quels sont les 3 cépages? Voilà. Ça paraît vraiment bête, hein, mais de savoir où vous mettez les pieds. On disait à l'époque, la différence entre l'école de commerce et la fac, c'était que les gens d'école de commerce, quand ils rentraient dans une boîte, ils savaient qui était le patron, ils savaient où étaient les toilettes. Ça paraît très bête, hein, mais franchement, je vous jure que c'est très vrai. Et qu'il faut au moins avoir une idée un petit peu de où vous allez, de vous renseigner, et
globalement, l'honnêteté, c'est bien. Si vous dites, voilà, je suis étudiant, je suis jeune diplômé, j'ai envie d'apprendre, bien sûr que je ne suis pas compétent, je n'ai jamais recruté quelqu'un, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive en me disant je connais tout. Je connais tout. J'ai fait l'école de commerce, mon deuxième stage, j'ai vendu pour 35 millions tout seul. Bon, non. Mais il y a beaucoup, et je vais dire c'est mignon. J'étais un peu pareil au début, tout feu, tu flamme, voilà, j'ai envie, c'est bien d'avoir envie, mais faut pas se mentir. Merci beaucoup à tous les deux. C'était hyper intéressant d'avoir votre expertise, retour d'expérience. C'était, je l'espère pour vous aussi, très constructif. Eh bien, on va clôturer cette table ronde sur ces paroles. Merci et à bientôt. Merci Valentin. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.